Je te plairais si tu me rencontrais? Dans quel sens? Dans le sens sexuel? Sexuellement, pardon? Non, t'es pas assez musclé. Est-ce qu'au-delà d'une mode, t'as pas inventé une tête? Une tête de Turc, oui, peut-être, pour certaines personnes. Tu crois que t'es un créateur de génie ou l'apôtre du mauvais goût? Bon, plus facilement, j'irais peut-être apôtre du mauvais goût, mais encore, je sais pas très bien ce que c'est que le mauvais goût et le bon goût. Bon, créateur de génie, là, je dois dire que je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de génie. Je crois qu'il y a beaucoup de travail, surtout ça. Je suis très fatigué d'ailleurs par ce travail. Non, je l'aime toujours autant, mais enfin, ça me fatigue, physiquement. Donc, créateur de génie, je sais pas ce que c'est non plus vraiment que la création, en fin de compte. Est-ce que tu ne serais pas le premier couturier de l'ère de la télévision? Je sais pas si je suis le premier, mais en tous les cas, c'est sûr que je le suis. Enfin, que je le suis, en tous les cas, de l'ère de la télévision. Parce que je dois dire, depuis que je suis gamin, je regarde la télé tout le temps, tout le temps, tout le temps, et encore maintenant, je la regarde tout le temps. Et je crois que c'est la télévision, en fin de compte, et les médias, qui m'a appris le métier. J'ai pas fait d'école, c'est la télé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est des émissions d'avertis, d'hommes aussi, qui m'ont appris, en fin de compte, ce que je fais. Tu ne penses pas que dans les années 80, on a un peu trop divinisé le chiffon? Tout est, à chaque fois, tout est exagéré dans tous les sens. Dans les années 70, par contre, il était complètement renié, alors qu'en fin de compte, il y a des gens qui prétendaient ne pas être à la mode ni suivre la mode, alors qu'en fin de compte, ils étaient les archétypes même de la mode des années 70. C'est-à-dire le côté, le jean avec le cheveu long comme ça, et genre, je m'en fous, je suis en dehors de la mode et je la renie. Bon, donc c'était, en fin de compte, ils étaient très à la mode quand même. Maintenant, on dit la mode partout, on dit que les créateurs sont des rockstars, presque, même quand ils font pas de disques. Tu as combien de fashion victimes sur la conscience? Les fashion victimes, à la fois, je les aime bien, et ça m'effraie un petit peu aussi. Bon, je les aime bien, pourquoi? Parce que ça prouve en fin de compte une espèce... Alors ça peut être parce qu'elle aime beaucoup ce que je fais. Alors dans ces cas-là, c'est flatteur et j'aime bien, évidemment. Par contre, si la fashion victime, c'est simplement parce qu'un nom qu'on doit porter à tout prix, parce que c'est le moment de le porter et tout ça, ça je déteste. Ça t'arrive souvent de porter une de tes jupes pour homme? Oui, je suis tombé une fois dans un escalier d'ailleurs, je me suis pris les pieds dedans. Après j'ai essayé la chaps. Bon ben la chaps, si tu veux, comme il y a des ouvertures, c'est un petit peu plus facile. Donc là j'ai même pu danser avec. Enfin, la jupe pour homme, je l'avais pas fait au départ en pensant que le monde entier, que tous les gens dans la rue porteraient la jupe pour homme. Je l'avais fait surtout, bon, d'une part parce que c'était une envie qui correspondait un peu à certaines personnes que je voyais, et puis à moi aussi, à porter. D'abord, elle était très masculine quand même, cette jupe pour homme. Elle était portée avec un costume, avec une cravate, enfin, oui, 3 pièces carrément. Mais en fin de compte, c'était surtout parce que ça symbolisait en fin de compte le fait qu'il y a plein de garçons qui voulaient être habillés d'une façon un petit peu différente et pas seulement avec des petits costumes étriqués, auxquels je reviens d'ailleurs dans ma dernière collection. Tu fais 20 milliards de centimes de chiffre d'affaires. Tu fais quoi de tout ce pognon? Ben écoute, alors absolument rien. C'est ça qui est dramatique, c'est que je n'ai aucune imagination pour les dépenser. Alors c'est pas moi qui le dépense, je veux pas dire que j'ai des espèces de sangsues alentour de moi, non c'est pas ça. Non, je crois que tout cet argent-là va, dans des projets, dans des choses comme ça. Bon, si tu veux, mes seuls luxes en vérité, parce que j'ai pas de besoin, je pourrais être dans une chambre de bonne, c'est ce que j'ai toujours et c'est tout à fait vrai. C'est pas que je vais dire, mon Dieu, c'est un apôtre, parce que je trouve pas ça une vertu du tout. J'aime bien des gens qui dépensent, je trouve ça bien aussi. Après tout l'argent, on en fait toujours ici une espèce de complexe d'avoir de l'argent ou de dépenser de l'argent. Je trouve ça bête, en fin de compte. Je trouve qu'après tout, l'attitude des Américains est dans un sens beaucoup plus honnête que la nôtre. Bon, donc j'ai pas du tout ce complexe-là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas d'envie. Quand on me demande même comme cadeau qu'est-ce que je voudrais, c'est pas que j'ai tout, pas du tout, mais j'ai pas vraiment d'envie. En fin de compte, ma plus grande envie, c'était de faire ce métier, je le fais. Tu prépares quoi pour le prochain film de Peter Greenaway avec Richard Boringer? Eh bien, je prépare tous les costumes et c'est un sacré boulot. Un sacré boulot. Pourquoi? Parce que M. Greenaway a une idée géniale, géniale. C'est de... bon, chaque pièce, il y a une cuisine, ça se passe dans... alors une cuisine, une salle de restaurant, un jardin, une autre pièce encore. Il y a 4 pièces, chaque fois une couleur différente. Et toutes les personnes du film, à chaque fois qu'ils passent dans la pièce, prennent la couleur de la pièce sur leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils viennent tout blancs quand ils sont dans la cuisine, tout rouge quand ils sont dans la salle de restaurant. Ce qui veut dire que tous les vêtements doivent être multipliés par 4. Tu as déclaré que tu étais saturé par la récupération des grandes causes par le showbiz. C'est bien l'opportunisme aussi, parce que la mode c'est aussi de l'opportunisme. Mais je veux dire, quelquefois, quand c'est vraiment une espèce d'évidence que maintenant il faut trouver ça bien et maintenant il faut s'intéresser à cela, je préfère les gens en fin de compte qui s'y intéressent depuis un moment et qui ne le découvrent pas 20 ans après tout le monde. Un blouson de cuir avec un tutu, c'est déjà du sampling. T'as suivi la même démarche pour ton disque? Exactement, bah, t'as tout compris, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, bon, je faisais les bandes-sons de mes défilés en coupant comme ça et
en prenant l'introduction d'un morceau et tout. C'était un petit peu un vol en fin de compte. Et mélangeant quelquefois avec même des bandes son de films. Et puis, bah voilà, et puis dans mes shows, ça a toujours été un petit peu quand même comme des spectacles. Ça te fait quoi de savoir que ton disque marchera beaucoup moins bien que tes vêtements? D'abord, c'est pas sûr que ça marche moins bien. Alors Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Alors Gaultier, sa vie, son œuvre, tu publies tes mémoires, ça y est, sous forme de roman photo. Ça s'appelle À nous de la mode. Et ça s'est passé comment? C'est quoi la genèse de cette affaire? Bah, ce qui s'est passé, c'est que bon, on m'avait déjà proposé plusieurs fois de faire un livre, d'écrire un livre. Et puis en fin de compte, moi je me sens pas du tout capable d'écrire. Mais tu dis, je suis même pas capable d'écrire une carte postale alors. Bah, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, j'hésite et tout, ça prend trop de temps, alors du coup je le fais pas. Bon, à la limite les croix, c'est ce que je peux faire, je crois. On a eu un coup de fil après, je crois de Françoise Verny, disant justement qu'elle voulait faire un livre ou que j'écrive un livre. Et moi je lui ai dit c'est impossible. Alors il y avait la ressource bien sûr du nègre. Ouais. Que j'apprécie pas tellement, parce que en fin de compte, bon, c'est un peu mentir, quoi. Ouais. Alors donc bon, ben la seule chose, alors j'ai réfléchi, je me suis dit non, c'est pas possible. J'avais pas envie non plus un livre avec parce que pour moi la mode c'est quoi? Parce que c'était parler de la mode évidemment. La mode c'est des images avant tout. Alors je suis un enfant des images. J'aime la télé, j'aime le cinéma. Je ne lis pas. Alors que les gens, en lisant un livre, s'ennuient, comme moi je pourrais m'ennuyer en lisant un, j'avais pas tellement envie, donc je voulais montrer des images. Alors je me suis dit, le roman photo, en fin de compte. C'est très bien. Alors scénario Patrick Rambaud, conseillère Monique Pivot, qui est une spécialiste des éditions mondiales, qui fait tous ses journaux à la perfection. Voilà. Hein, ça vaut pas cher en plus, c'est rigolo. Ouais, 95 francs, c'est bien, non? Alors il y a aujourd'hui, c'est en couleur, quand tu discutes avec Jean Telet, copain de Bernard Rapp. Et puis après, il y a tous les flashbacks en noir et blanc. Alors, il y a la vocation, on te voit maquiller ton ours. Tu maquillais vraiment ton ours Alors, c'est vrai, hein, j'ai encore l'ours qui est là et tout. C'est un petit monstre parce que je lui faisais subir un petit peu tout ce qui se passait à l'époque. C'est-à-dire que c'était l'époque où il y avait l'opération à cœur ouvert du professeur Barnard. Je l'opérais, mais alors pas à cœur ouvert, un petit peu là au milieu, là, et tout avec des épingles que je recousais. Il y avait le mariage de Fabiola et du roi Baudouin. Ils se mariaient. Voilà, alors il y a des fois il était Fabiola, il y a d'autres fois il était beau. Ça dépendait de l'humeur. Alors on voit ta mémé cheveux bleus, Roger Color. Et puis alors ton père, dis donc, il a pas le beau rôle, hein? Ben non. Oh là là. Mais il a jamais été. Mes parents, ils ont jamais quand même été très méchants. Ah bon? Parce que là, dis donc, ton père, il a l'air sévère hein, quand même. Bah oui, c'est parce que c'est la version italienne de mon père. C'est pour ça. C'est pour ça. Il est très plus dur et il est plus macho. Il y a un truc très rigolo, ça me fait penser à la pub de Guy Degraine. Tu sais, à un moment, t'es en classe et puis on te chope en train de dessiner des pépés infâmes avec des corsets, des trucs. C'est exactement. Infâmes, elles sont très belles. Oui, très belles. Vous ne ferez jamais rien, mon monsieur Guy Degraine. C'est exactement ça. Bah, c'est un petit peu ça, ouais. Je crois qu'il y a pas mal de Guy Degraine dans plein de domaines. En fin de compte, c'était ça. C'est-à-dire que je dessinais comme moi. Je regardais tout le temps la télé. Ma grand-mère, quand même, qui est géniale, me laissait voir tout à la télévision. Alors, même les choses qui avaient le rectangle blanc. Je voyais tout. Dim Dam Dum, bien sûr. Dim Dam Dum, bon, ça, c'était plus tard. Et ça, c'était vraiment, c'est la Bible, presque, hein, pour moi. Bon, il y avait aussi la caméra explore le temps. Il y avait... la piste aux étoiles. Oui, aussi le théâtre de la jeunesse, qui était très bien. Claude Santelli. Génial. Ça, c'était vraiment très bien. Et je regardais tout ça. Je regardais aussi même des films qui étaient interdits. Et notamment une émission sur, je crois, la dernière revue des Folies Bergères. Et donc là, j'avais vu toutes ces femmes emplumées avec des barésies. J'avais redessiné ça le lendemain à l'école. Bon, et puis ça n'avait pas tellement plu, quoi, l'institutrice. Alors du coup, elle m'avait fait faire tout le tour pour montrer le dessin que j'avais fait, mais moi j'étais fier. Bon, alors on te souhaite beaucoup de succès avec ce bouquin, plus qu'avec ton disque. Ah. Mais ça n'a pas été un insuccès comme ça. J'ai quand même vendu 42 000 hein, c'est vrai en France. Ah oui. Et j'ai été 52e, presque. T'es presque entre le top 50. Voilà. C'était peu, hein, vraiment. Il a fallu une semaine de plus. J'aurais dû dire à toute ma famille d'acheter le disque. En plus, Alors, dans ton roman photo, à la fin, on voit tous tes amis, Rita Mitsuko, Yvette Horner, on voit Frédéric Lorca, bien entendu, qui travaille avec toi. Et cette Yvette Horner, tu l'as relooké complètement, tu l'as complètement revampé, il faut bien le dire. Maintenant, c'est Madonna. Hein, alors là, changement de trip. Là. Bah oui, mais le premier point commun, c'est d'abord que je suis un fan, aussi bien d'Yvette Horner que de Madonna. C'est elle qui a appelé. C'est Herbrit, c'est lui, et puis après il m'a donné le numéro pour que je la joigne, et puis là alors, je l'ai eu directement. Comment alors? Oh bah j'étais au bord de l'apoplexie, évidemment. Quand j'ai vu savoir, en plus c'est génial parce qu'elle a dit I want to speak to Mrs. Madonna. Hi, it's me, speaking, avec son accent et tout, non, elle est hyper rigolote, c'est quelqu'un de vraiment bien. Et alors après, t'es allé la voir à New York. Voilà, et puis ça c'est... Et c'est vrai qu'elle a un frère avec elle qui est un peu à Madonna ce qu'Orlando était à Dalida, c'est-à-dire qu'il la protège un peu.
Il la protège, il est là, il lui donne quelques avis, comme ça, quelques touches. Mais elle fait ce qu'elle veut. Enfin, je dois dire quand même, c'est assez étonnant parce que c'est elle est absolument pas dirigée. Je veux dire, c'est elle qui décide, qui dit ça va pas, je veux ça. C'est elle qui est produit, par exemple, son prochain tour. Et son frère, il est là pour lui donner quelques... Par exemple, à un moment, j'avais proposé, moi, parmi tous les croquis que j'avais proposés, comme une vraie vierge, comme une Madone et tout. Et je pensais à un moment qu'elle pourrait aller sous une douche et puis que sa nudité se révèle comme ça par le vêtement transparent et tout. Ça lui plaisait beaucoup. Mais le frère, lui, il était avec la religion. Il a eu des problèmes avec la religion. Avec l'accueilleur, il y a eu quelques petits problèmes. Ils ont perdu le sponsoring de Pepsi ou de Coca. Voilà, mais ils l'ont pris, paraît-il, à nouveau. Bon, ça fait boule de neige. Non, pas du tout. Qui est-ce qui a discuté pognon? C'est elle? C'est elle. C'est ça qui est assez incroyable. C'est une vraie businesswoman, quoi. Elle est dure en affaires? Elle est maligne. Tu vas gagner ta vie quand même. Je vais te dire une chose, c'est que quand je l'ai fait, je me suis dit, tant pis si je gagne rien là-dessus, ça me plaît et tout. Bon, il y a des tas de choses où j'aurais pu gagner vraiment ma vie, tu vois. Jean-Paul. Non, oui. Je crois que... Bien sûr, ça marche bien. Après, elle est venue en France te voir et... Elle est venue à Noël, juste au fête de fin d'année. Tu as passé le réveillon avec elle. Voilà. Et Warren Beatty n'était pas là. Il n'était pas là, il était à nous. Elle l'a appelé à minuit quand même. C'est lui qui a appelé. Et alors, quand elle allait faire les essayages, elle avait perdu 6 kilos. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, parce qu'elle faisait tout l'entraînement et tout, ce qu'il y a de génial quand même et d'incroyable, c'est qu'elle s'entraîne tous les jours. Bon, ça c'était la préparation aussi de son show et je crois que dans sa vie de tous les jours, elle est hyper, tu vois, genre health food, végétarienne, macrobiotique même, de l'eau, sauf un martini de temps en temps. Et elle fait combien de taille? Écoute, j'ai pas les mesures en tête. Enfin, je peux te dire qu'elle a une petite taille, qu'elle est merveilleusement proportionnée. 38 quoi. 1,36 je dirais, mais elle est parfaitement proportionnée. Mais elle n'est pas grande, hein, 1m65. 1m65 avec des belles épaules, une belle poitrine. Non, elle est parfaitement, c'est un petit bijou. Elle te plaît? Elle est superbe. Alors elle vient à Paris, là, au mois de juillet. J'irai voir tous les concerts. Je veux. Qui t'aurait aimé être si t'étais pas Jean-Paul Gaultier? Je sais pas, en fin de compte. J'ai pas... Non, j'ai pas vraiment de héros comme ça. Benoît ou Fabiola? Les deux. Ça dépend des jours. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, puisque demain, c'est la collection Homme. Et vous êtes ici malgré tout. Malgré tes adieux, malgré les larmes de Catherine. Le chant de Laetitia. Et Jean-Paul Gaultier, vous remarquerez, mesdames, messieurs, a eu la délicatesse de s'habiller en Thierry Ardisson. C'est vrai. Et ça, c'est sympa. Merci. Ils sont coiffés en style. C'est un mélange des deux, là. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, parce qu'après, ça fait un peu mégalo quand même. Jean-Paul, bonsoir, en tous les cas. Merci d'être là. Semaine cruciale, effectivement, pour la mode, avec l'arrêt, effectivement, de la maison Saint-Laurent. Semaine des défilés, dont le vôtre, que j'ai eu la chance de voir dimanche dernier. Alors, Pierre Berger a dit, en parlant de vous, c'est le plus grand depuis Saint-Laurent. Et on a longtemps cru, d'ailleurs, que vous seriez le successeur d'Yves Saint-Laurent, mais maintenant, vous avez votre petite affaire à vous. Voilà, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Bien. Prends ça dans ta gueule, toi. Non, mais surtout que Jean-Paul, il a encore 65% de sa maison, donc c'est lui qui décide. 35% chez Hermès, c'est parfait, vous êtes bien émerdés. Alors, vous étiez au dernier défilé de Saint-Laurent à Beaubourg, vous allez rendre hommage à ce maître qu'est Yves Saint-Laurent. Et il y avait quand même, ce qui est incroyable, ça c'est très très typique de l'exception française, il y avait des grands écrans dehors. Et puis, des gens, 1000 personnes qui ont applaudi à la fin du défilé. C'est quand même incroyable, ça, non? Ça, c'est génial, non? Le faire partager à des tas de gens qui n'étaient pas dans la salle, ça, c'est très, très bien. Et c'est rare, en plus. En plus, c'était un moment quand même exceptionnel, quoi. De voir une rétrospective comme ça de vêtements qui ont daté de 1960. Je sais pas, il y en avait un de 61, je crois, la première collection. Jours, pratiquement. Ouais. Pratiquement, oui. Pratiquement. Alors, Karl Lagerfeld a déclaré dimanche, dans le journal du dimanche, c'est pas parce que Yves Saint-Laurent raccroche que la haute couture est morte. Parce que je crois que c'est vrai qu'avec Saint-Laurent, une époque de la haute couture est morte, parce que lui, il représente quand même tout le passé de la couture avec, je sais pas, Chanel, Dior, Balenciaga. Alors, votre haute couture est à l'équilibre financier pratiquement, non, maintenant? Ouais, presque. C'est-à-dire que... Non, parce que Saint-Laurent, c'est vrai qu'il perdait 70 millions par an, quand même. Hein. Il devait dépenser beaucoup plus. Bien, alors, dimanche dernier, donc j'ai vu le défilé couture femme. Alors, très people, hein. Il y avait Madonna.
Elle est un peu petite quand même. Hein, Ouais, mais elle a des proportions merveilleuses. Oui, c'est vrai, elle est bien. Oui, c'est un petit anagramme. C'est-à-dire qu'elle est petite, mais bien proportionnée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, Madonna, elle est venue le samedi en jet de Londres, en jet privé. Elle a une copine qui s'appelle Gwyneth. Gwyneth, mais pas trop. Voilà. Donc, elle vient avec sa copine Gwyneth. Elle passe la nuit au Crillon, et le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au défilé de Jean Paul. Voilà. C'est sympa quand même, tu vois, la vie, quand c'est comme ça. En plus, vous êtes allés après déjeuner au Balzar tous les deux, hein? Que tous les deux? Non, il y avait d'autres personnes. Oh merde. Mais, ouais. C'est souvent comme ça. Non, parce que ce qu'il faut savoir quand même, Jean-Paul, c'est que, me dites pas comment tu sais ça, parce que je le sais, vous dites c'est la seule femme avec laquelle j'aurais pu faire l'amour. Eh oui. C'est un bon choix, non? Ah, parfait, ça je reconnais. Aucune Française ne te fait franchir le pas? Non. Je sais pas, mais elle n'est pas non plus américaine, elle est mélangée. Elle est italienne, elle est italienne. Quand Clavier voit Noémie Lenoir, c'est un peu comme ça. Alors, vous l'avez demandé, Jean-Paul, 3 fois en mariage, quand même. À chaque fois, elle a refusé poliment, très poliment. Ah ouais. Voilà, ça n'a jamais marché entre Jean-Paul et Madonna, et maintenant, bah, elle est mariée. Hein. Ben oui. Pas ceci. Avec un Écossais. Il porte une jupe, ceci dit. Il a suivi Gauthier, quand même. Voilà. Voilà, alors donc c'était très people. Il y avait Madonna, il y avait Bertrand Delanoë, le maire de Paris, que je salue ici, Bertrand. J'étais assis à côté de Bertrand, j'étais vachement fier. Il y avait Madame Pompidou, ça c'est incroyable. Non, mais c'est assez fou parce qu'elle continue à. Elle s'intéresse, hein? Plein d'activités, en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Alors les mannequins, évidemment, c'est très classe chez Gauthier. Il y avait Naomi Campbell, il y avait Inès Lafressange, Carla Bruni, Violetta Sanchez, une vieille copine à nous. Hein. Et puis, vous n'êtes pas à faire... Maintenant, c'est un peu la mode d'éviter les top modèles stars sur les podiums. Vous, pas du tout. Hein. Vous avez toujours cette fidélité comme ça. Des stars et des pasteurs, c'est-à-dire j'ai toujours pris à la fois... certaines les stars quand elles me convenaient, c'est-à-dire qu'elles allaient bien avec mes vêtements, ou alors des mannequins qui n'étaient pas du tout mannequins. Vous avez fait défiler Jean-Paul à l'époque, Edwige, la reine des punks, Malka Trenton, qui n'était pas de première jeunesse, Loana, Stevie, enfin voilà, vous piochez. C'est plus récent. Jeanne Calment, tu l'avais habillée. Mais non, mais j'ai eu un mannequin qui avait 75 ans, qui était génial, une femme vraiment qui avait toute sa vie rêvé d'être mannequin. Ce qui montre, je sais pas, elle devait être dans les années 30, elle devait rêver d'être mannequin et ses parents l'avaient interdit, elle a réalisé son rêve à 75 ans. C'est bien, non? C'est génial. Non, mais elle était superbe aussi, c'est ça, c'est que c'est pas du tout. Alors, la beauté peut avoir un âge certain. Vous avez eu des idées formidables, par exemple, il fait des robes maintenant, tu sais, avec des cravates. Alors des cravates que vous avez dû voir un jour dans une droguerie en province, parce que c'est des cravates insensées. Ouais, c'est des cravates des années 40, j'en ai vu un petit peu partout, comme ça, c'est dans les friperies ou dans des antiquaires. C'est des cravates qui sont assemblées bord à bord, et ça fait des robes. Ah oui, d'accord. Les vraies cravates, les dos violoncelles aussi, c'est très très beau. C'est-à-dire ça découvre juste c'est magnifique. Ça fait penser un petit peu quand même à un modèle qui a déjà été décolleté comme ça. C'était Merida qui le portait dans un film. Bon, mais là, moi, c'était une combinaison. Exactement. Alors, il y avait déjà un décolleté, mais qui était retenu par une chaîne. Le mien n'était pas retenu par une petite chaîne. Ça veut dire qu'il tenait tout seul par les fesses de Carla Bruni. Ils sont superbes. Il y a une robe qui est géniale, c'est-à-dire complètement, un peu comme Marilyn, quoi. C'est-à-dire complètement relevée devant, comme par un coup de vent. Exactement, c'est exactement l'idée. C'est exactement comme Marilyn Monroe. Derrière, c'est une robe normale. Comme si et devant, c'est très relevé. Après avoir parlé de l'avenir de la haute couture, on va parler maintenant du passé de Jean-Paul Gaultier. Alors Jean-Paul, vous êtes né en 1952 à Arcueil. Non. Ouais. Oui, banlieue sud. Comment tu sais ça? Je raconte en fait, je vais raconter l'enfance de Jean-Paul Gaultier parce que vous avez jamais renié ni votre enfance, ni votre classe sociale, ni vos amis de l'époque, du collège, donc vous êtes quelqu'un d'une grande fidélité. Alors parents modestes, hein, père comptable, mère caissière au restaurant de la Caisse des dépôts et consignations. C'est vrai qu'il sait plein de détails. Et malgré tout, et alors, éducation très tolérante. Par exemple, un jour, il voit à la télévision, devine qui vient dîner ce soir avec Sidney Poitier, qui était l'histoire d'un noir, Sidney Poitier, qui épousait une blanche. Voilà, mais à l'époque, dans les années 50. Dans les années 50. C'était chaud à l'époque. Et alors, Jean-Paul, vous dites à vos parents, hein, si j'épousais une noire, qu'est-ce que vous diriez? Ma mère m'a dit, écoute, si tu l'aimes, c'est parfait comme ça. Ouais. Et si tu l'aimes et si tu veux nous tuer, fais ce qui te semble bien pour toi. Non, mais c'est fou, parce que, voilà, pour l'époque et pour, disons, la classe sociale dans laquelle vous étiez, c'était quand même très rare. Par exemple, quand vos parents, vous leur dites que vous êtes homosexuel, si tu l'aimes, il n'y a pas de problème, c'est pas grave que ce soit un garçon. C'est rare, c'est-à-dire que des années après, elle a continué à avoir la même attitude que voilà, c'est quand rare elle à m'avait dit l'époque, ça. Quand votre grand-mère vous a offert un livre sur l'homosexualité, elle se doutait de quelque chose? C'était pas sur l'homosexualité, c'était une histoire où il y avait quelque chose qui se passait comme ça que je comprenais pas trop très bien. C'était les trois mousquetaires, mais les trois en un mot, alors effectivement. Ça n'avait pas ce titre-là, non? Pas tout à fait.
Je sais plus le titre, je sais plus du tout. Enfin, ça m'a paru bizarre et tout. Elle m'a dit, tu sais, il faut être très gentil avec eux. Après, Voilà. Par la suite, je suis devenu très gentil. Très gentil avec eux. Et t'as pas dit militant non plus. Non. Non, mais votre grand-mère, c'est comme Madonna, les deux héroïnes de votre vie, non? Un peu, ouais, c'est assez génial parce qu'elle m'a donné confiance en moi. Elle m'a. Bon, c'est ça, c'est-à-dire que je crois que c'est assez génial quand même quand on a la chance d'être aimé, quand on est gamin, quoi. Ça, c'est, je crois que ça donne après une espèce de force et de. Je sais pas, c'est assez merveilleux. Alors, votre grand-mère était couturière, elle était voyante, elle tirait les cartes, elle donnait des conseils de beauté, de relookage. Et vous essayez vos talents de coloriste sur elle. Voilà, j'ai essayé comme sur mon ours et tout, et je lui teignais les cheveux quelquefois en bleu acier, mais je le laissais trop longtemps, et je faisais un indéfrisable en même temps, du coup elle devenait rose. Voilà. C'était punk avant l'heure, quoi, presque. Et c'est chez elle que vous découvrez le corset, et Jean-Paul Gaultier a une phrase sur le corset que je vais citer. Le corset, c'est une machinerie saumon, baleiné, aux lacets orthopédiques fascinants. Moi, je trouve que c'est une description du corset qui est définitive. Elle vous racontait, votre grand-mère, quand on mettait le corset, quand on était... Voilà, c'est-à-dire qu'elle avait pratiqué elle-même. Le corset est destiné à rétrécir la taille, donc aussi à soutenir quelquefois la colonne vertébrale. Mais enfin là, sur un plan esthétique, donc elle prenait un verre de vinaigre, elle le buvait, et à ce moment-là, elle avait une contraction quand ça rentrait donc dans l'estomac, et à ce moment-là, il fallait serrer l'objet orthopédique. Ouais. Donc la taille après était toute fine. C'est la dimension sadomaso fétichiste du corset là quand même. Totalement, totalement, qui est fascinante. Oui, je veux dire. Et alors 20 ans après, vous dessinez une robe qui est un corset mais qui descend jusqu'à terre, quoi. Et dans un sens, il fallait être un petit peu en effet sadomaso pour le porter, puisque du fait qu'il était entièrement parce que je l'ai fait vraiment comme un vrai pur et dur. Donc je l'ai fait jusqu'à terre et lacé jusqu'à terre. Conclusion, impossible de faire pipi. Voilà. Après. Donc la personne qui l'a porté, Marie-Christiane Marek, et qui, elle est restée, n'a absolument rien bu, rien fait et tout. Elle pouvait que bouger comme ça difficilement, puisque en plus c'était entravé. Alors, votre Madeleine, hein, c'est le parfum d'iris et la poudre de riz de votre grand-mère, l'odeur du Châtelet. Enfin, vous étiez baigné dans tout cet univers comme ça des années 50, 60, quoi. Très... Et alors, votre grand-mère, vous dites tout ce que je fais, je le lui dois. Si vous voulez, comme elle était avec ses clientes et qu'elle leur donnait des conseils aussi bien, vous devriez peut-être changer de coiffure, elle leur tirait les cartes, vous devriez changer de coiffure comme ça, peut-être ça irait mieux avec votre mari. Donc moi, je prenais, je voyais, en fin de compte, l'importance de l'allure par rapport à ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur la vie. Donc l'importance du paraître. Alors, autre influence, évidemment, Dim Dam Dom, l'émission de Désir Gallard. C'est une extraordinaire émission qui n'a jamais été égalée par la suite. Bien sûr. Les émissions aussi sur la haute couture de Jean-Christophe Averti. Enfin, c'est l'époque où la télé aurait pu devenir un art. Il y aurait eu des téléastes comme il y a des cinéastes, mais malheureusement, la télé... Qu'est-ce que ça voulait dire exactement, Dim Dam Dom? Mid Mad Mode. Dimanche. Voilà, Mid Mad Mode, c'était déjà du Verlan. Alors, vous êtes influencé aussi par la presse, l'écho de la mode, le jardin des modes, Elle, influencé par les Folies Bergères aussi. C'est-à-dire, quand vous étiez petit, il découpait des plumeaux. Voilà, pour en faire une revue. C'est-à-dire que c'était mon ours qui devenait la Line Renault, la Mick Michel. Et je faisais la revue à ma grand-mère. Cet ours en peluche, vous lui avez fait des faux seins déjà. Voilà, les premiers avant Madonna. C'est-à-dire, c'était des cônes déjà en papier journal. Et voilà, et je lui épinglais. Je lui faisais aussi subir tous les sévices de l'époque. Comment il s'appelait? Nana. Normal pour un ours. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je lui ai mis des seins d'ailleurs, parce que je me voyais pas, à l'époque, je n'habillais pas les hommes. Mais cet ours, il est toujours dans votre bureau, dans une boîte, enrobé. Il est en piteux état, hein, il est assez terrible. C'est un monstre. Tout ce qu'il a c'est un monstre. Et puis alors aussi, vos influences, c'est aussi Paris, où vous veniez en 2 chevaux, le samedi après-midi, quoi. Puis le Paris des touristes japonais, quoi, le Paris des cartes postales. Ah voilà, j'adore. Ouais, c'est ça. C'est le Paris que j'affectionne. À 18 ans, vous rentrez chez Cardin comme assistant. Votre mère vous accompagne. Ouais, parce que j'étais trop timide. C'est le jour de mon anniversaire. Elle me dit Pierre Cardin t'attend. Je vais pas y aller tout seul, donc elle est là. Et puis je vois Monsieur Cardin qui m'engage tout de suite. Ça, c'est assez génial parce que le fait qu'il m'engage sans que j'ai fait aucune école de mode, ça prouve, enfin, ça m'a ouvert quand même un petit peu l'esprit. Et là, Jean-Paul Gaultier commence à mélanger, à métisser avec une approche un peu, on pourrait dire, de styliste. Plus que de... Ça, ça c'est grâce aux journalistes, en fin de compte, parce que quand j'étais petit, donc comme j'ai pas fait d'école de mode, je regardais et je lisais surtout ce qu'écrivaient les journalistes, et quelquefois elles montraient, ah bah oui, ce vêtement-là, vous pouvez le porter de telle et telle façon, mélanger par exemple une combinaison de mécano avec des talons aiguilles, et des bijoux en strass, et je trouvais ça aussi intéressant qu'en fin de compte que les créations de couturiers, que je trouvais aussi intéressantes, mais ça aussi, je trouvais ça presque mieux. Et ce qui est extraordinaire avec Gaultier, c'est que maintenant, quand tu vois dans la rue une fille qui a un blouson de cuir, un tutu de danseuse et des tennis, bah c'est lui. Et c'est pourtant aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très, très courant. C'est pas toujours lui, hein. Des fois c'est des gens qui ont des problèmes personnels, ils sont tranquillisants aussi. Alors ce qu'on peut dire,
qu'on peut dire, pour résumer le travail de Jean-Paul Gaultier, c'est que vous avez fait avec la mode ce qu'ont fait les musiciens avec le sampling. Jean-Paul, ça, mais ce n'est pas que ça. Jean-Paul, il a fait aussi de la musique. Jean-Paul Gaultier, vous allez avoir droit à une Hardy View. Tu bouges pendant le jingle. Pardon. Pas bougé. J'ai bougé aussi. Est-ce qu'on pourrait rallumer, s'il vous plaît, Serge? Non, toi, t'as pas. Je sais, t'as pas bougé, mais il y a des gens qui bougent. Il y a des gens qui bougent. Il faut le savoir. Je peux pas balancer. Non, Chabat et Baptiste. voilà. Chabat et Baptiste. Bravo. Jean-Paul Gaultier, on va faire une Hardy View. On ne bouge pas pendant le jingle. Connard. Enchanté, moi c'est Laurent. Il me fait toujours rire de la vie. Bien, alors, Jean-Paul Gaultier, on se concentre. Vous pensez à quoi, là, maintenant, présentement? À la question que vous êtes en train de me poser. Ouais. Voilà. Quand vous regardez dans la glace le matin, vous dites quoi? T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, d'accord. C'est ce que je me dis, ouais. Quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui? À Saturnin. Vous savez, le canard, le petit canard et tout. Ça explique, justement, ça explique ça. Tout est clair ce soir. Voilà. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Eh bien, au défilé de Saint-Laurent, justement. Quel est le péché qui vous tente le plus? La gourmandise. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Non. Il l'a fait, je peux rien dire après ça, là. Hein. Là, vraiment, c'est impeccable. Bon, on prend celle-là, on prend celle-là, on prend celle-là. Ouais. Merci. Si votre vie était à refaire, que changeriez-vous? Rien. Oui. Ouais. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Madame Pompidou. Ouais. On va dire que c'est moi-même. Hein. Ouais. Quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou agacé? Ben, ça dépend si c'est le téléphone privé ou du cœur ou comme ça, la ligne que tout le monde appelle. Il y a une ligne du cœur. Eh oui. Génial. D'ailleurs, le numéro va s'inscrire. Pas de l'écran. Et vous donnerez pour Jean-Paul Gaultier. Une ligne du N'hésitez cœur. pas. C'est génial. Que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre? Je ferais une orgie de bouffe et de sexe. Ah ouais? Ouais. Ouais, d'accord. J'en ai Alors, Bon, bah, très bien. Il vous reste 24 heures à vivre. On y va. Alors. Faut pas bouger. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous haïssez? L'enfant terrible de la mode, parce que maintenant, quand même, on voit, hein, il est un peu vieilli, l'enfant terrible. Hein. Ouais, vous êtes resté quand même, non, sérieusement, vous êtes resté très môme quand même, non? Mentalement, peut-être. Ouais, mentalement, ouais, c'est vrai. Et Dieu dans tout ça? Question con, hein, c'est machin, c'est chancette, c'est pour ça. Bah, le Dieu, il faut qu'il s'habille couture, Ouais. non hein. Mais vous êtes marrant parce que vous faites du sampling même pour la religion, puisque les religions étaient très syncrétiques, c'est-à-dire vous dites on prendra un petit peu chez les cathos, un petit peu chez les musulmans, Exactement, un petit peu ouais. chez les juifs. Hein. Non, mais je crois qu'il y a plein de choses bonnes dans toutes les religions. Est-ce que vous organiseriez un dîner où l'on ne parle pas de vous? Bah oui, comme ça je pourrais manger. D'accord. Qu'avez-vous fait que nous ne sachions pas? Bah, j'aime bien faire quelquefois des plaisanteries dans les hôtels, par exemple. Vous savez, il y a toujours les cartes là, de petit déjeuner et tout. Alors j'aime bien changer l'heure, mettons on est beaucoup plus tôt, genre 4h du matin. Et puis plein de choses, non moi plein, des énormes, des harengs, des trucs comme ça, voilà. Des choses comme ça. Ou alors changer les chaussures aussi. Il est resté. Non, mais changer les chaussures, ça c'est drôle. Les talons aiguilles, là où on sait qu'il y a un monsieur, ou des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches là? Préservatif. Ouais. Bravo. Il faut se protéger. Ça implante ça. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Dieu existe-t-il? Miroir, mon beau miroir, hein, qui est la plus belle habillée ce soir? D'accord. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Qu'on pouvait faire ce qu'on rêve si on est passionné. Voilà, on peut faire tout ce qu'on rêve. Faire tout ce qu'on veut. Ouais. Avez-vous une meilleure opinion de vous aujourd'hui qu'à 20 ans? Je crois que je me sens mieux dans ma peau, dans ce sens, oui. À quel signe reconnaissez-vous infailliblement la bêtise? C'est difficile à dire parce que moi j'en dis pas mal de sottisme. Enfin, je sais pas, ce qui m'effraie un peu, c'est les gens qui sont très sûrs d'eux et qui croient connaître les réponses à tout. Merci. L'autre était bien, mais c'est pas toutes les réponses. Quelle est votre expression favorite? 20 Dieu. Ah bon? Ouais. Si un génie venait vous proposer d'exaucer un de vos souhaits,
quel souhait vous feriez? Ce serait de ressusciter les personnes qui sont mortes et que j'aime. Ouais. Voilà. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Enculé. Ah. Voilà, Jean-Paul Gaultier, l'Ardivio. Et maintenant... Voici Tony Marshall et Jean-Paul Gaultier. Tony Marshall, Jean-Paul Gaultier. Bonsoir Tony, bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Alors Tony, oui. Vous êtes une enfant de la balle, hein, puisque vous êtes la fille de Bill Marshall, acteur et réalisateur américain, le mari de Michel Morgan à une époque, et donc le grand-père de la fameuse Sarah Marshall. Eh oui, absolument. Absolument. Donc vous êtes parente un petit peu avec Sarah Marshall. C'est ma nièce. C'est votre nièce. Voilà. Mais je la connais très peu, mais on s'est vu il y a assez longtemps avant qu'elle épouse... j'ai oublié son nom. Alexandre Anthony. Alexandre Anthony, voilà. Ah, ils font un beau couple tous les deux. Hein. Mais il paraît. Donc voilà, vous êtes la fille donc, de Bill Marshall et de Micheline Prel. Absolument. Évidemment, cette grande actrice qu'on adore tous, Micheline Prel, voilà. Et quand vous étiez enfant, vous dormiez dans une chambre qui jouxtait la salle de projection du studio des Ursulines. Absolument. Alors, quand vous étiez toute petite, vous entendiez le son, oui. Et puis ensuite, vous êtes devenue copine avec l'ouvreuse, et puis elle vous laissait rentrer dans la salle du studio des Ursulines. Comme ça, vous avez vu très jeune des films de Godard, de Bergman, les Einstein, enfin vraiment, oui, vous avez une formation très précoce. J'avais, la cabine du projectionniste était à peu près, on était séparés par une cour de 3 mètres, et donc l'été particulièrement, il allait fumer une clope sur l'escalier en métal, et donc il ouvrait la porte de la cabine, et j'ai donc j'ai connu les films en entier par le son. Je connais Alexandre Nievski voilà. Pratiquement phonétiquement, etc. Voilà, alors vous avez fait plein de films, vous, à votre tour ensuite. Le plus connu, disons, c'est Vénus Beauté Institut, hein, qui a été nominé 7 fois au César, qui en a décroché 4. César du meilleur film, du meilleur scénario, de la meilleure réalisatrice et meilleur espoir féminin pour la fameuse Audrey Tautou, oui. Qui depuis a fait... Qu'est-ce qu'elle a fait Bah, si, Audrey Tautou. C'est qui? Audrey Tautou. Non. Peut-être que tu la connais mieux sous le nom de... Amélie. Il y a Catherine qui me dit Amélie Poulain, j'adore. Bien, et votre dernier film, c'était France Boutique, dont Judith Godrèche est venue parler ici cet hiver. Voilà. Alors Jean-Paul Gaultier, vous, en plus des activités qui portent votre nom, on ne va pas toutes les énumérer parce que ça commence à faire pas mal, vous avez signé en mars dernier votre première collection pour Hermès, où vous revisitez les grands classiques de la maison dans un esprit... Voilà, modernisé, Gaultier, voilà, ludique. Vous continuez à travailler pour le cinéma et le spectacle. Vous êtes occupé de Peter Greenaway, de Caro et Jeunet, de Besson, d'Almodovar, de Madonna, d'Yvette Horner, de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Alors j'ai lu dans une interview récemment, ah bah Sylvie Vartan, les autres ils étaient contents, mais elle n'a pas l'air très contente dans son bouquin, etc. Donc on a lu le bouquin de Sylvie Vartan, et à aucun moment elle se plaint de vous. Alors la seule chose qui aurait pu arriver, c'est qu'elle oublie de parler de vous, mais elle ne dit pas de mal de vous dans son bouquin. Alors je sais pas, je me demande si en fin de compte j'ai pas lu un autre livre. Ah oui? Ouais, parce que je sais pas, il y en a pas 2 sur Sylvie Vartan. Celui-là, il est écrit par elle. Dans celui qui est écrit par elle, elle ne parle pas de vous du tout. Alors ça doit être l'autre écrit par un journaliste ou je ne sais pas. C'est celui-là que j'ai lu et je croyais que c'était celui où il y a une vilaine couverture, pas très jolie couverture. Voilà, c'est pas elle. On a vraiment cherché, elle dit rien contre vous, elle omet simplement de parler de vous, c'est vrai. Ouais. On va quand même alors donc. Alors justement, si vous deviez relooker Vincent Payon quand même, voilà un homme politique qui est plutôt beau gosse, faut dire les choses, hein, qui est intelligent, travailleur, tout. Mais au niveau du look, est-ce que vous pensez qu'il doit rester comme ça pour faire sérieux, pour faire homme politique, la cravate, le costume, ça? Pour être très honnête, ça me fascine pas tellement le fait d'habiller les politiciens, parce que je trouve que bon, ils ont certaines règles à appliquer et tout. Bon bah voilà. Pas de délire quoi. Les animateurs. Non, je trouve qu'à la limite hyper classique, c'est le mieux, non, pour eux. Habiller un animateur télé, ça vous tenterait, Jean-Paul? Moi, par exemple, pour la rentrée, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Parce que ça fait quand même maintenant 18 ans que je suis habillé comme ça. Le noir vous va bien, le noir vous va bien. Je reste comme ça. Oh bah, je trouve, c'est comme une espèce d'image de marque. Regardez, moi j'ai mis ma rayure. C'est vrai. Alors, Jean-Paul Gaultier, est-ce que vous faites des fautes de goût, vous?
Oh, sûrement, plein, oui. Vous êtes déjà retrouvé en train de faire des courses le dimanche matin avec un survêt et des mocassins. Ça vous est arrivé, ça? Ce genre de... qui peut devenir bien, ceci dit, mais qui peut devenir bien, ça dépend comme tout est fait et de la façon dont c'est fait, quoi. Il y a des choses qui sont à une époque horribles, tout ce qu'il ne faut pas faire, et puis après, au contraire, qu'on trouve, on passe, je sais pas, à un stade différent et on trouve ça plutôt rigolo et bien. Vous êtes déjà retrouvé en Marseille devant un match de foot, par exemple? Ben non, je regarde pas les matchs de foot. Alors déjà... À l'église en mini-jupe avec des lunettes noires, vous n'êtes jamais allé, par exemple? Je porte pas de mini-jupe. Le kilt, je le porte de temps à autre, mais pas à l'église. Non, je vais rarement. Demain, vous savez ce qu'il y a demain après-midi sur France 5? Absolument. Absolument. C'est pas un match de foot, non? Non, à 15h30 sur France 5, il y a un documentaire de Tony Marshall sur Jean-Paul Gaultier. Voilà. Oui. Alors au début, quand on vous a dit de faire un documentaire, vous vous êtes dit, oh là là, j'ai jamais fait de documentaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, vous pareil, vous vous dites, oh là là, je vais pas avoir une équipe sur le dos pendant 5 mois. Donc au départ, c'était pas évident. Mais je savais pas encore que ça allait être Tony Marshall. Après, voilà. Quand j'ai su que c'était elle... Et ce qui vous a réuni, c'est un film sur la mode, un film des années 50, un film de Jacques Becker qui s'appelle Falbala, dont l'héroïne est votre maman, Micheline Prel. Et il se trouve que Micheline Prel, vous l'adorez, d'ailleurs vous l'avez habillée pour les Césars, on voit ça à la fin du documentaire d'ailleurs. Hein. C'est votre star, Micheline Prel. Mais oui, tout à fait, puisque, bon, moi je suis un enfant de la télé, on va dire, donc j'ai regardé la télé étant tout gamin, et je me souviens qu'à un moment, j'avais vu une émission des Folies Bergères, sur les Folies Bergères, donc je voulais faire des costumes pour les Folies Bergères, ça commençait comme ça, et puis après j'ai vu Falbala, et là c'était le coup de foudre total, je me suis dit non, c'est la mode. Voilà. Ça, je devais avoir, je sais pas, 12 ans, 10-12 ans. C'est quand même probablement le seul film qui raconte le processus d'une collection de haute couture du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'après, ça c'était la vérité, c'était ma Bible en quelque sorte. Voilà, Falbala de Jacques Becker. Très beau film. Alors, le documentaire s'appelle Les Falbalas de Jean-Paul Gaultier, et pas pour rien. Donc vous parlez de votre vie professionnelle et puis de votre vie privée. Alors sur le plan professionnel, on apprend que vous dessinez 12 collections par an, donc vous êtes toujours dans l'urgence, quoi. Ouais, c'est un petit peu, c'est ça le rythme de la mode, c'est assez étonnant. En plus, on peut faire quelquefois des collections qui sont de plusieurs saisons en même temps. Enfin là, je suis à la fois sur l'été et l'hiver. Enfin. Alors on découvre aussi dans ce documentaire que vous vous laissez appeler Monsieur, comme Coco Chanel se faisait appeler Mademoiselle. Jusqu'à présent, on me disait Jean-Paul, ou bon, d'abord parce qu'on n'était pas nombreux, et puis j'ai commencé à faire du prêt-à-porter. Donc c'était pas la même façon, le même vocabulaire, on va dire, que dans la couture, où j'ai commencé étant assistant. Mais là, comme j'ai pris certaines personnes, mettons la première d'atelier qui venait de la couture, elle avait l'habitude de dire Monsieur parce qu'elle travaillait avec Monsieur Givenchy. Donc ça a été Monsieur. Donc je me suis retrouvé d'un seul coup, paf, avec Monsieur. Ça va un peu Chanel, quoi. Non, sauf que c'était Mademoiselle, donc elle m'a pas dit Mademoiselle, ça m'aurait peut-être un peu plus étonné si elle m'avait dit Mademoiselle. Ça serait peut-être mieux, oui. Alors vous parlez de votre vie privée aussi, d'une façon assez franche, je trouve. Hein? Oui, je crois. Francis, non, c'est vrai, c'est assez... Ouais. En tous les cas, ce documentaire, vous avez évité une psychanalyse, sûrement. Mais oui, c'est ça ce que je disais. En fin de compte, merci Tony. Je crois qu'elle a été... Quel boulot quand même, non? Oh là là. Hein? Tony, alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez eu là pendant 5 mois. C'est absolument étonnant. C'est-à-dire que je crois qu'il part de... Il a une espèce de... On va dire quoi? Un espèce de petit cimetière de bouts de tissu, de plumes, une vieille Santiago, des tas de trucs comme ça. Et alors il va derrière, il tripote des tas de morceaux comme ça. Il tripote énormément. Il a absolument besoin de ça, il n'a pas de dessin, il a vaguement des trucs collés au mur qu'il ne regarde pas souvent. Et puis il tripote. C'est ce qui a déplu à Vartan d'ailleurs. Et puis après, il commence à avoir une toile, et puis voilà, il y a des choses, on le voit dans le documentaire, il y a des moments où ça rate complètement, où il ne sait pas, etc. Et puis tout d'un coup, ça vient, et là c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'est-ce que c'est qu'un moment où tout d'un coup... On voit créer là, Parce que Jean-Paul, il ne crée le vêtement que par la parole. Il n'arrête pas de parler. Alors il dit tout le temps. Alors là, le tissu, ça fait ci, ça fait ça. Puis au bout d'un moment, il arrête de dire le tissu, il commence à dire alors là, je vais avoir ça un peu plus serré. Dites donc là, je cloque. Et puis alors là, je gode. Donc je vais remonter. Alors il faut. Je ne suis pas doublée. Et il se met absolument à la place du vêtement. Et à partir de là, le discours se structure. Alors qu'avant, il devient le vêtement. Il devient le vêtement. Et c'est très frappant. Et après, il perfectionne... Il est cinglé, quoi, mais bien. Cintré. Alors, Jean-Paul Gaultier, vous avez inventé la jupe pour homme et dernièrement, le maquillage pour homme. Testé par Vincent Perez, José Garcia, David Beckham.
Non, il y a des choses, c'est à la fois à la fois tonifiant, enfin, Voilà. c'est des toniques, et puis aussi des choses, par exemple, pour les lèvres, pour se protéger les lèvres, mais en même temps colorer un peu si on veut, mais ça peut être aussi très neutre. À la base, et aussi pour, je sais pas, les sourcils, ou comme le col des Touaregs, autour des yeux. Bon, donc c'est des choses quand même, on peut très bien les mettre sans avoir l'air maquillé. Il y a une gamme pour hommes politiques? Oui, je crois que c'est... C'est les neutres. Les neutres. Et alors on se le passe avec un blaireau, c'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est en reprenant les gestes, par exemple, même pour l'œil, c'est comme un stylo. Un stylo, parce que c'est un geste que un geste connaît d'homme. plus. Voilà. Quel peut être l'avenir de la mode? On va faire une interview à la mode. Est-ce que vous pensez qu'un jour pourrait être à la mode les espadrilles montantes? Ah oui, tout à fait. Les pantalons dans les chaussettes? Totalement. C'est pas beau quand même. Hein. Les pantalons Et dans les Lambert chaussettes. Wilson. Tout va à Lambert Wilson. Même son nom. Non mais sérieux, il mettrait le pantalon dans les chaussettes et serait beau gosse. Les soutiens-gorge pour hommes? Lambert Wilson. À mon avis, ça... Non mais sérieux en plus, ça lui irait. Non mais c'est pas de la vanne. Oui, c'est vrai. C'est que tout va. Lambert Wilson. C'est l'injustice, c'est comme ça, il y a des gens à qui tout leur va. très élégant. Mais ça vous choquerait pas le soutien-gorge pour hommes, vous, Jean-Paul Gaultier? Mais il peut avoir des formes, s'il dessine la morphologie masculine, peut-être musclée, mais oui, à partir du moment où il y a un rapport, c'est pas comme une prothèse, quoi, pour ressembler à une femme. Voilà, non. Donc, les strings kangourous? Lambert Wilson. Il le défendrait bien, peut-être. C'est déjà la mode, il y en a certains qui le... Les bottes en peau de bite? Déjà, il faut faire une botte dans une peau de bite, c'est-à-dire... Enfin, je veux dire, faut avoir la bite... non, mais c'est plusieurs, c'est comme les manteaux de fourrure. Sinon, c'est un patchwork, quoi. Si c'est une pièce, c'est joli, quand même. Hein. Ça vous semble possible? Pourquoi pas? Non, il y a plein de choses qui sont faites comme ça. Il y a des peaux de poissons et tout qui sont incroyables, qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites. Donc, la peau de bite peut en effet être un élément. Pourquoi pas? Peut-être qu'on fera pas des... Merci. C'est pourquoi... Qu'est-ce qu'il y a créé? C'est ta sortie. C'est une carte de mes couilles, c'est du panage. Voilà, Jean-Paul Gaultier. Il y a aussi un album édité par la Fondation Cartier sur Pain Couture by Jean-Paul Gaultier.